Merci Christophe, merci aussi à Aurélie pour cette invitation. Donc, 2 mots pour préciser ma position. Moi, je suis spécialiste de littérature et je suis venue aux humanités numériques, si l'on peut dire, par des recherches sur l'écriture des spectacles et l'écriture de l'actualité au XVIIe siècle. En fait, je m'intéressais à un corpus, les récits de fête. J'ai voulu donner de la visibilité à ce corpus. Et dans cette démarche-là, l'outil numérique s'est assez rapidement imposé, d'autant qu'on est à une époque où, quand on veut obtenir des financements, il est toujours bienvenu de dire qu'on fait des humanités numériques. Donc, vous voyez, ce n'était pas forcément une démarche ni purement scientifique, ni très raisonnée qui m'a amenée là. Et puis, ensuite, sur le tas, je me suis formée aux outils dont j'avais besoin pour faire ce que je voulais faire, notamment grâce à Christophe Chouet, il faut bien le dire. Je me suis mise à me poser des questions et j'ai été amenée à rencontrer des problèmes, et c'est sur ces problèmes que je vais parler aujourd'hui. Juste avant de rentrer dans le sujet, je dois aussi dire un mot, on en a beaucoup parlé en dehors des interventions depuis ce matin, des conditions pratiques du travail dont je vais parler. Moi, j'étais jusqu'à encore il y a peu de temps dans une petite université dans laquelle j'ai développé ce projet, dans laquelle il n'y a pas de laboratoire d'informatique, encore moins de laboratoire d'humanité numérique, et donc aucune des conditions nécessaires pour avoir des collaborations interdisciplinaires pérennes. Les projets dont je vais parler reposent sur des financements ponctuels, de courte durée, qui permettent des collaborations très courtes. Et Mickaël vient de le dire, dans des collaborations très courtes, on a à peine le temps d'apprendre à se comprendre qu'il faut déjà s'arrêter de travailler ensemble. Donc une partie des problèmes que je vais soulever relève peut-être autant de ces conditions matérielles de la pratique des humanités numériques que de la discipline en elle-même. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut résoudre en théorie qui ne sont pas pour autant faciles à résoudre sur le terrain. Donc, moi, mon point de départ, ça a été de travailler sur le clivage, la séparation entre ce qu'on appelle texte et ce qu'on appelle document. Qu'est-ce qui fait que dans une sorte de multitude d'écrits, il y a certains écrits qu'on va considérer comme des archives, comme des documents, comme des traces, et puis il y a certains autres écrits qu'on va considérer comme des textes et analyser du coup pour eux-mêmes. Pour travailler sur ce clivage, la question du spectacle est une question assez pratique, puisque ce clivage texte-document, il est devenu structurant de notre approche du théâtre, au point qu'il y a 2 disciplines pour étudier le théâtre, les arts du spectacle, qui sont du côté de l'archive et du document, et puis la littérature et les spécialistes du genre théâtral, qui seraient du côté du texte. Donc, le corpus des écrits sur les spectacles, moi, je me suis intéressée en particulier aux fêtes de cour et au théâtre à machine. Ce corpus est un des lieux où se joue la distinction entre des archives et de la littérature, du texte, de la création, si l'on peut dire. Et je m'intéresse en particulier à une période assez courte, la deuxième moitié du XVIIe siècle, période dans laquelle il me semble voir l'émergence de ce clivage. Mon idée, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas toujours fait la différence entre le texte et le document, entre l'archive et la création, et que cette différence, elle est inventée à un moment, et elle est inventée pour faire quelque chose, pour mener des actions politiques, sociales, etc. Donc j'ai décidé de travailler sur des écrits de spectacle qui travaillent cette émergence du texte, son décrochage de l'événement, etc. Alors pourquoi je commence par là, alors que ça semble un peu loin des humanités numériques? Parce qu'il me semble que cette question-là, elle rencontre en fait les débats actuels sur la factualité et sur le brouillage des frontières entre documents et fiction que les intelligences artificielles génératives sont accusées de produire ou d'accentuer. On pourrait aussi le dire dans l'autre sens. On pourrait dire qu'aujourd'hui, tous les débats sur l'intelligence artificielle est-elle créative? Est-elle capable d'écrire de la poésie ou de la littérature? Tous ces débats contribuent à relativiser quelque chose qui nous semblait naturel jusqu'à présent, qui est la croyance en la littérature. La croyance partagée qu'il existe quelque chose qui, par essence, est de l'art ou de la littérature et qui serait différent de tout le reste des écrits. Finalement, l'émergence des intelligences artificielles fragilise cette croyance, nous oblige à l'interroger et ouvre la porte pour faire entendre une recherche que jusqu'à présent, je dois dire que j'avais parfois du mal à faire entendre à mes collègues,
une recherche donc sur la généalogie de cette croyance. Depuis quand est-ce qu'on croit qu'il y a des écrits qui sont différents des autres parce qu'ils relèveraient de la création ou de la littérature? Et poser la question de cette généalogie, c'est aussi poser la question des enjeux sociaux et politiques de cette croyance. À quoi ça a servi, à un moment, d'inventer cette croyance en la littérature? Donc il me semble que mes recherches sur la distinction archive-texte au XVIIe siècle, finalement, pourraient nous aider à inscrire le moment actuel de cette distinction, le brouillage qu'on a en ce moment avec les intelligences artificielles génératives notamment, à l'inscrire dans le temps long, à l'inscrire dans une histoire et du coup à éclairer ce qui se passe aujourd'hui par les actions du passé. Deuxième raison, deuxième intérêt de ce corpus pour moi et à mon avis pour nos sujets actuels, deuxième question qui rencontre les débats sur l'intelligence artificielle, tout ce corpus des faits et du théâtre à machine en particulier repose sur le transfert de technologies qui étaient des technologies du pouvoir, et notamment des technologies militaires, vers l'espace du divertissement. Je prends un seul exemple, les feux d'artifice, c'est d'abord, au XVIIe siècle, une technique militaire, il s'agit d'apprendre à bombarder ou à miner, technique militaire qui est réinvestie dans le divertissement, mais d'abord pour montrer un pouvoir. Si on fait des feux d'artifice dans les fêtes, c'est pas parce que c'est joli, c'est parce que ça montre, disons, aux pays voisins qu'on maîtrise la technique du bombardement. Donc c'est une façon d'afficher sa puissance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc la circulation de ces techniques de pouvoir vers le divertissement et ce que ça leur fait en retour. Parce que quand ce feu d'artifice est sur une scène théâtrale, on a payé pour rentrer, c'est un petit pétard dans un coin, tout d'un coup, ça a un effet retour sur notre expérience du feu d'artifice de la fête royale. Finalement, quelque part, ça amoindrit la technique du pouvoir, ou ça modifie le rapport qu'on peut avoir avec la force du pouvoir. Là aussi, il me semble qu'étudier les effets de ces transferts, leurs effets politiques, leurs effets esthétiques, leurs effets sur les émotions collectives, ça rencontre des problèmes qu'on peut se poser aujourd'hui. On a bien vu que les techniques des intelligences artificielles génératives sont des techniques, disons, de contrôle des populations, des techniques policières, des techniques qui ont à voir avec le pouvoir et la force, mais qui sont aussi de plus en plus des techniques de divertissement. Je pense que, en tout cas parmi les intervenants, on est beaucoup à avoir joué hier soir, à poser des questions à ChatGPT ou à lui avoir demandé de générer des images. Voilà, on s'amuse avec des techniques du pouvoir. Qu'est-ce que ça fait? Je pense que ça aussi, on peut l'éclairer par l'histoire de ce qui se passait dans mes fêtes et mes spectacles du XVIIe siècle. Donc ça, c'était pour exposer un peu en général pourquoi je suis là, même si vous allez voir dans la suite que je suis résolument du côté humanité, des humanités numériques, beaucoup plus que du côté numérique. La commande qu'on m'a passée, c'était de venir avec mes problèmes et de vous les exposer dans l'espoir qu'ils sortent de cette discussion, peut-être pas des solutions, mais sans doute de nouvelles questions. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous exposer quelques obstacles, quelques problèmes auxquels je me suis heurtée. Vous verrez que ces problèmes ne sont pas nécessairement reliés entre eux. En plus, comme je parle à la fin, j'ai écouté plein de gens, j'ai eu plein d'idées qui sont venues s'insérer au fil de la communication, donc je ne suis pas sûre que la cohérence de l'ensemble soit frappante. Mais disons, en gros, que ces problèmes tournent autour de 3 points. Le premier, le passage de la lecture des écrits comme trace du spectacle à celui de la lecture des écrits comme trace d'une écriture. Qu'est-ce que ça change? Et est-ce qu'on peut vraiment le faire en restant dans le modèle des données? Deuxième problème, la relation entre écrit et événement, et donc la question de la factualité que j'abordais tout à l'heure. Et puis troisième problème ou difficulté, le désir de reconstitution éveillé par tous ces récits de spectacle et les différentes manières d'y répondre. Donc, tout ça est parti d'un projet numérique qui est un projet de bibliothèque numérique des divertissements de cours au XVIIe siècle. Cette bibliothèque, elle réunit des récits de fêtes, des récits de fêtes de cours, essentiellement. Ces récits,
comme la plupart des écrits sur les spectacles, et même on pourrait dire des écrits d'actualité, sont le plus souvent lus comme des traces d'un événement. Une performance a jamais disparu, qui est la performance de la fête. Dans cette perspective, il est assez facile, disons, d'en extraire des données qui nous donnent des informations sur l'événement. C'est ce que font beaucoup de bases de données qu'on utilise énormément en histoire des spectacles, l'une des plus connues étant la base César, le calendrier des spectacles sous l'Ancien Régime, hein, qui recense, grâce à la lecture de beaucoup d'écrits, recense un maximum de spectacles qu'on peut associer à une date, à un titre, à un nom d'acteur, à un nom d'auteur, etc. Bon. J'aurais pu faire ça avec les fêtes de cour, sauf que, comme je vous le disais, ma question n'était pas celle-là. Ma question, c'était pas de me renseigner sur ce qui s'était passé dans les fêtes. Ma question, c'était de comprendre pourquoi ces écrits étaient lus comme des traces, parfois, et parfois lus comme de la littérature, comme une pièce de Molière, par exemple. Pourquoi un récit de fête peut parfois être dans les œuvres complètes de Molière en Pléiade, et parfois ne faire l'objet d'une édition qu'en annexe d'une pièce de théâtre, comme un document sur les conditions de sa création. Donc cette question-là m'amenait à ne pas extraire des données sur les spectacles, mais à extraire d'autres types de données, des données sur l'écriture. Essayer de lire ces écrits et de comprendre ce qu'ils nous disent, de pourquoi ils ont été écrits, de qu'est-ce qu'on fait quand on écrit ces récits. Alors, je donne juste un exemple pour rendre ça concret. Je suis désolée, vous allez voir que j'ai pas pensé une seconde que l'ancienne langue pouvait ne pas vous être familière et que vous saviez pas qu'on faisait pas la différence entre U et V et qu'on mettait des S longs et des F partout. Bref, tous les textes sont en vieille orthographe du XVIIe siècle. J'espère que ça ne vous posera pas de problème. De toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de les lire. Vous pouvez me faire confiance. Moi, je les ai lus. Donc, exemple de ce que ça veut dire de regarder ces écrits comme des écrits, ça veut dire que quand un récit de fête nous dit « cette fête a été organisée par le duc de Saint-Aignan parce qu'il est premier gentilhomme de la Chambre et que le premier gentilhomme de la Chambre s'occupe des fêtes ». Si je le lisais comme une trace de l'événement, je me dirais « ah là, j'ai une bonne information, j'ai le nom de l'organisateur et en plus, j'ai une charge qui correspond, un emploi à la cour qui correspond, maintenant je sais son rôle. Le rôle du premier gentilhomme de la Chambre, c'est d'organiser les fêtes. » Bon, il se trouve que si on fouille un peu, il n'y a aucun autre premier gentilhomme de la Chambre qui fait écrire des trucs pareils. Donc, disons que ça relativise l'idée que c'était son rôle. Et ce qu'on se met à voir, c'est que non, il y a un type qui, parce qu'il est premier gentilhomme de la Chambre, peut contrôler l'écriture du récit de fête, et qui fait écrire dans ce récit son nom, et qui fait écrire dans ce récit que son rôle maintenant, ça va être d'organiser les fêtes. Et si on lit comme ça, on voit apparaître tout un tas de textes qui disent la même chose, qui viennent tous du même endroit, et on comprend qu'on a affaire à une action d'écriture, hein, c'est-à-dire un noble, un courtisan, qui utilise son contrôle de l'écrit et de l'imprimé pour construire sa position à la cour. D'accord ? Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour traiter le corpus de manière à faire ressortir ce type d'informations ? D'abord, ça veut dire qu'on ne construit pas une base de données des fêtes de cour. Et c'est pas, voilà, on a hésité un temps et c'est pas par là qu'on s'est orienté. On a décidé de construire une bibliothèque numérique de manière à ne pas séparer la donnée de son contexte. Et dans la bibliothèque numérique, vous voyez l'interface ici de lecture des documents et vous voyez que la transcription indexée, donc vous avez une transcription qui est indexée avec des index de personnes, de lieux et de techniques qu'on voit sur le côté là. Et vous avez l'accès au PDF à côté pour pouvoir toujours revenir au document. Donc on a choisi de ne pas extraire les données pour ne pas les naturaliser, pour ne pas donner l'impression que Saint-Aignan égale organisateur des fêtes, parce que ce n'est pas ça qu'on veut dire. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il dit qu'il est l'organisateur, mais on ne veut pas donner l'impression qu'il l'est vraiment. Ce n'est pas le sujet de la base de données. Donc, on ne naturalise pas les données, on les contextualise au maximum. C'est aussi dans cette perspective, je fais une parenthèse, qu'on a choisi une interface, vous voyez, qui n'est pas du tout une interface XVIIe siècle. Souvent, enfin, bon, c'est pas pour dire du mal des collègues, mais souvent, quand on travaille sur les textes anciens et qu'on construit un site internet,
on essaye de mettre des trucs qui font un peu anciens dans les polices choisies. Il me semble que ça contribue à effacer l'acte d'interprétation qu'on fait quand on fabrique une bibliothèque numérique. Donc on a choisi au contraire une interface qui marque la distance, voilà, en étant dans un graphisme. Alors c'est risqué le graphisme contemporain parce qu'il n'est pas contemporain très longtemps et il faut vite le moderniser, mais en même temps ça marque la distance. Donc, ne pas naturaliser les données, les contextualiser, et dans les choix d'indexation, on a choisi du coup d'indexer les noms propres, mais de ne les indexer que quand ils sont explicites. Je prends un exemple. Molière. Molière crée 4 pièces dans une fête de cour, Les Plaisirs de l'île Enchantée, en 1664. C'est pas celle-là que je vous ai mise, je ne sais pas pourquoi. Sauf que dans certains récits de la fête, il y a écrit l'auteur des pièces, mais il n'y a jamais le nom de Molière. Et puis dans d'autres récits, le nom de Molière apparaît, mais il est seulement comédien. Et c'est seulement dans le tout dernier récit que Molière apparaît comme auteur. Et vous voyez que ça dessine une sorte de conquête. Molière, en fait, on peut reconstituer un combat pour faire figurer son nom comme auteur dans le récit de fête. Si on indexe en se disant, bon, je sais que c'est Molière l'auteur de la pièce, donc à chaque fois qu'il y a écrit l'auteur, je mets Molière, on perd cette visibilité sur l'action d'écriture. Donc nous, on a choisi d'indexer seulement quand c'est explicite. Quand le texte dit Molière comédien, on ne dit pas nous, on ne rajoute pas l'information qu'on connaît qu'il est aussi auteur. Quand le texte dit l'auteur, on ne rajoute pas l'information qu'on connaît, qui est que c'est Molière. D'accord ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce que fait le texte et pas ce que faisait le spectacle. Donc, on a choisi d'indexer seulement ce qui était explicite. Et je vous avais mis ce petit extrait là de TEI pour vous montrer que, comme on avait besoin de faire la différence entre Molière auteur et Molière comédien pour rendre visible ce type d'action, on avait besoin de pouvoir assigner un rôle aux personnes qu'on indexait. Et non, on a détourné une balise qui est d'habitude utilisée pour indexer le théâtre et pour rendre compte des rôles joués, pour cette fois-ci rendre compte du rôle attribué à un acteur dans le déroulé de la fête. Vous voyez, je crois que j'ai fait ça. Oui, c'est là, First Name, Molière, rôle, auteur. Bon. Voilà, en gros, la présentation de la base Merveille de la Cour. J'en viens à un premier problème. Les noms propres des personnes jouent donc un rôle extrêmement important dans les actions qu'on peut mener avec ces documents. Être nommé dans le récit d'une fête de cour, vous voyez bien, c'est une façon de dire on y était, on est proche du roi, on joue un rôle à la cour, c'est un point d'appui pour agir après. Et effectivement, on a repéré que ces textes font très souvent des listes de noms, des listes de participants. Donc on a décidé d'indexer des techniques d'écriture, et parmi ces techniques d'écriture, les listes de noms, pour pouvoir, voilà, entrée d'index, liste de noms, et on a tous les documents qui comportent des listes. Et on aurait bien aimé, à ce moment-là, notamment avec Christophe, pouvoir comparer les listes. Parce qu'on aimerait bien voir, voilà, s'il y a, je ne sais pas, toujours mon duc de Saint-Aignan, peut-être qu'il est premier dans la fête de 64, et puis que dans la fête de 68, bam, il est 10e de la liste, et puis peut-être, voilà, on pourrait tracer des sortes de carrières de courtisans à travers ces listes, si on pouvait les comparer. Et spontanément, comparer des listes, dit c'est facile, on numérote les rangs, et puis voilà. Sauf que, voilà la tête des listes. Alors, je vous en ai juste mise 2. Alors, vous voyez, la première, ils sont à table. La reine-mère est au centre. Ensuite, vous avez la liste de ceux qui sont à sa droite. Et puis ensuite, vous avez la liste de ceux qui sont à sa gauche. Alors, on pourrait prendre l'ordre de l'imprimé, ce qui ferait que la reine passerait derrière Mademoiselle de Grancey. En fait, ça n'est pas le cas. En fait, c'est la reine-mère au milieu, droite-gauche, c'est 2 listes parallèles, dont les 2 hiérarchies équivalentes. Donc, qui ne sont pas ordonnées l'une par rapport à l'autre. Et vous avez le même type de mise en page dans un autre compte-rendu de fête, 4 ans plus tard. Cette fois-ci, la liste est présentée en 2 colonnes. Là aussi, est-ce qu'il faut la lire comme un ordre unique, première colonne puis deuxième colonne, ou est-ce qu'on a 2 listes parallèles?
entre la présentation de l'imprimé et la réalité de la pratique de la fête, il y a confusion. C'est-à-dire, là, dans la première, dans la fête, les deux listes sont parallèles, mais dans l'imprimé, elles sont placées l'une en dessous de l'autre. Et là, c'est l'inverse dans la liste d'à côté. Et puis, en plus de ça, cette liste en 2 colonnes que je vous ai montrée, c'est les dames qui ont l'honneur de manger à la table du roi. Mais il y a aussi des dames qui ont l'honneur d'avoir leur propre table. Elles sont nommées à côté. Comment hiérarchiser ces 2 positions? On n'a aucun élément pour le faire. Donc, vous voyez qu'en fait, on a des listes qui ne sont pas happy. J'ajoute qu'en plus, quand c'est des dames, il faut absolument avoir en tête la fonction du mari. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que si leurs époux ne sont pas nommés dans cette relation, en fait, on les honore à travers leurs femmes. Donc, ce qui est hiérarchisé dans les listes, ce sont des familles ou des maisons et pas des individus. Donc, pour pouvoir les ordonner, il faudrait à la fois relier les personnes par maison ou par famille et prendre en compte le fait que les listes ne sont pas dans un ordre unique, mais qu'il peut y avoir des ordres parallèles ou concurrents. Alors, on s'est arrêté là. J'ai pas de solution à ce problème. À ce moment-là, on n'a pas trouvé l'informaticien qui aurait pu travailler avec nous. On n'a pas trouvé le financement pour aller au bout de la question. Donc, si jamais il y a parmi vous des volontaires et des propositions, on prend. Et je passe à mon deuxième problème. La relation écrit-événement. Alors là aussi, je vais partir de cas que je vais vous résumer très rapidement pour vous montrer pourquoi c'est compliqué. Bon. Ma bibliothèque numérique, le point de départ, c'était des écrits qui parlent de fêtes. Donc, je prends un événement qu'on a modélisé comme une date et un lieu, tel jour à Versailles, et je prends tous les écrits qui parlent de tel jour à Versailles. Sauf que, juin 65 à Versailles, on joue une pièce de théâtre, il y a une fête, l'autrice qui a écrit la pièce de théâtre, Madame de Villedieu, raconte la fête. Le récit, on l'a, il est manuscrit, il est dédié au duc de Saint-Aignan et tout. C'était une fête pour la guérison de la reine Anne d'Autriche. Puis quelques semaines plus tard, en fait, elle n'était pas vraiment guérie, elle meurt. Donc, c'est un peu problématique de publier la fête. Donc, on ne publie pas le récit, le manuscrit passe sous le tapis, la pauvre Madame de Villedieu ne touche jamais sa récompense, et on en reste là. 1668, 3 ans plus tard, Louis XIV organise une nouvelle fête au même endroit à Versailles. Que fait Madame de Villedieu? Elle se dit, j'ai un récit tout fait sous le tapis de fête. Personne n'y a été à la fête de Versailles dans mon public, donc personne ne verra la différence. Et hop, elle le fait imprimer dans un recueil de pièces galantes. Bam, elle change le titre, ça s'appelle « Description d'une fête que le roi a faite à Versailles », comme ça on est dans le flou, et elle refourque son récit. Alors là, problème, comment je fais rentrer un récit pareil dans mon modèle? C'est un récit de 65, mais qui prend sens par rapport à l'événement de 68. Et même plus précisément, qui prend sens par rapport à l'événement qui est qu'en 68, raconter les fêtes du roi, ça se vend bien sur le marché du livre. Donc en fait, elle parle pas, bien sûr, elle parle d'un événement, la fête de 65, mais son sens vient d'un événement éditorial qui est l'explosion de la mode du récit de fête royale en 68. Toujours Madame de Villedieu, 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, 71, elle sort un petit roman à scandale. C'est l'histoire d'une... Ça s'appelle Les Mémoires d'Henriette Sylvie de Molière. C'est l'histoire d'une aventurière. Son mari est très jaloux et elle le trompe. Donc elle s'enfuit, elle se travestit en homme, elle s'introduit à la cour. Et là, toutes les femmes de la cour tombent amoureuses d'elle et elle passe son temps à essayer d'éviter les aventures sexuelles qui révéleraient sa vraie nature. Et donc, dans ce roman à scandale, que fait Madame de Villedieu? Elle raconte une fête à la cour dans laquelle il y a son aventurière. Et là encore, pourquoi se casser la tête à écrire un récit de fête quand il y en a plein sur le marché? Elle prend le récit officiel publié par le roi, enfin par l'imprimerie royale, et elle le recopie. Et juste au milieu, elle rajoute une sombre histoire de travestissement et d'échangisme avec les personnages de ce récit. Là encore, si je le regarde du point de vue de l'événement, ce récit de fête, c'est le récit de la fête de 64. C'est même exactement le même que celui qui avait été publié par le roi en 64. Donc, aucun intérêt du point de vue des données sur l'événement. Il prend sens, par son contexte, dans le marché littéraire,
parce que disons, on utilise l'autorité du texte royal pour autoriser une histoire scandaleuse et des amours libertines. Deuxième exemple, le Mercure galant. Premier numéro du nouveau Mercure galant, 1677. Que nous dit le journal? Il nous dit « Je vais vous parler de la guerre », parce qu'il y a la guerre et c'est ça qui est important. Et on regarde la table des matières et il n'y a que des fêtes. Des balles, bal de l'inconnu, bal de Monsieur le Prince de Furtenberg, bal de Monsieur de Châteauneuf, divertissement, etc. etc. J'ai mis que la première page. Pourquoi? Parce que dans le Mercure galant, raconter ces fêtes, et c'est explicite, c'est une manière de dire, même en guerre, le peuple de France est un peuple galant, on ne souffre pas de la guerre, on continue à s'amuser, on continue à se divertir. Bref, c'est raconter ces fêtes, c'est parler des guerres de Louis XIV et faire la propagande royale. Là encore, ces récits de fêtes, bien sûr, je peux les lire comme des documents sur l'événement qu'ils racontent. Mais en fait, l'événement qu'ils racontent, c'est la guerre. Et ça n'est pas la fête. En tout cas, pas seulement la fête. Dernier exemple de ce trouble. Vous allez sur Gallica, vous cherchez une relation de la fête de 68, celle dont je parlais tout à l'heure, dont a profité Madame de Villedieu. Vous trouvez cet imprimé. C'est un texte très connu du point de vue du texte, c'est le texte de Félibien, et il est précédé par cette gravure, vue et perspective de la ville de Versailles en général. Cette gravure, en fait, elle date de bien après, elle n'a rien à voir avec la fête. Et Gallica ne nous le dit pas, mais si, après de longues négociations avec les conservateurs, vous obtenez de voir le livre alors même qu'il a été numérisé, ce qui n'est pas gagné, comme on le disait ce matin, vous vous rendez compte qu'en fait, on a affaire à un recueil. Quelqu'un, au début du XVIIIe siècle, a mis dans un recueil des récits de fêtes, des programmes de théâtre, et a séparé chaque imprimé par une gravure, qui est une vue de Versailles ou de Paris. Donc là, la présence de l'image, disons, qui oriente la lecture du récit de fête, comme un récit sur Versailles, qui fait de Versailles l'objet du récit, la présence de cette image, elle est en fait très postérieure, et elle est le fruit d'une lecture particulière, celle du collectionneur. En plus, dans ce recueil, notre récit de fête, je l'ai dit, est mis à côté de programmes de théâtre qui n'ont rien à voir avec la cour. Et finalement, du coup, il est tiré du côté de la création théâtrale, beaucoup plus que du côté du document sur l'histoire du roi. Je m'arrête sur mes exemples, juste pour terminer par quelques remarques. L'action de ces écrits, me semble-t-il, tient à la manière dont ils brouillent la frontière entre archives et création. La frontière dont je parlais au début. Dans ce cas, on ne peut pas saisir leur action par une redéfinition des données. Parce que pour comprendre ce qu'ils font, il faut sortir du texte. Je ne peux pas me contenter d'extraire des données du texte, j'ai besoin de contextualiser. Et ici, une contextualisation des données me semble aussi coûteuse en termes d'intervention que simplement le travail d'interprétation directement. Cette contextualisation, elle passe par la construction de relations. Proximité dans le recueil, citation, intertextualité, proximité du support, et des relations qui sont donc des relations de diverses formes, qui touchent aussi bien le texte que le livre. Donc il me semble que ces quelques cas posent la question de la possibilité de construire un modèle qui donnerait à voir les relations entre les écrits, mais des relations de nature diverse. Alors on avait essayé dans la bibliothèque numérique de lier les documents entre eux à partir donc de cette catégorie de documents liés, soit par des relations d'inclusion, soit parce qu'ils parlent du même événement, soit parce qu'ils ont le même imprimeur. Bon, ça avait rencontré très vite ses limites. D'abord les limites du corpus qui est trop petit, ensuite les limites de l'interface, vous voyez c'est présenté sous forme de liste, et c'est donc pas très utilisable. Et enfin, la limite principale, c'est la multiplicité des paramètres qu'il faudrait prendre en compte. Nous, on a pu prendre en compte que les relations qui passaient par les métadonnées, imprimeur, événement, auteur, alors qu'il faudrait pouvoir prendre en compte les relations d'intertextualité, de support commun, etc. Ce qui m'amène donc à une question,
est-ce qu'il serait possible de construire une interface qui donnerait à voir le caractère poreux et mobile de la frontière entre archives et création au XVIIe siècle. Il faudrait pour cela traiter un très gros corpus, l'équivalent de tout Gallica XVIIe siècle, ou même de tout le catalogue de la BNF pour le XVIIe siècle, sans poser a priori de frontières dans ce corpus, pas de frontières littérature-archives, ce qui est déjà un problème parce que ce n'est pas le même catalogue à la BNF. Donc, il faudrait pouvoir, dans ce corpus, repérer un maximum de liens, même auteur, même imprimeur, même mot dans le titre, même date, mais aussi intertextualité et forme matérielle. On a vu ici le rôle du recueil, de textes qui ont été recueillis ensemble, qui ont été possédés par le même collectionneur, etc. Et surtout, ce qui serait intéressant, ce serait de construire une interface d'entrée dans le corpus qui permettrait d'y rentrer par ces réseaux et qui ferait sauter en quelque sorte les catégories qui, à mon avis, empêchent notre analyse, qui sont les catégories de littérature archive, de genre littéraire ensuite, qui encadrent notre analyse et qui nous empêchent de circuler. Donc ça, ce serait mon rêve. Je ne sais pas du tout si c'est réalisable. Pour conclure, parce que je crois que j'ai usé mon temps, je termine en 2 mots sur la question de la simulation et la contradiction dans laquelle je suis face au désir de reconstitution qu'éveillent tous ces textes. Quand j'ai fait cette bibliothèque numérique, quand on a fait cette bibliothèque numérique, le premier objet, c'était d'interroger l'admiration qu'éveillent en nous les fêtes de la cour de Louis XIV. Pour interroger cette admiration, on s'est beaucoup intéressé aux techniques des spectacles. On a voulu essayer de montrer comment ils étaient fabriqués. Et notamment, on a fait un index des techniques spectaculaires. Ceci dit, avec le XVIIe siècle, on se heurte à un obstacle. On n'a pas les machineries théâtrales du XVIIe siècle. On en a gardé pour le XVIIIe, on n'en a plus du tout pour le XVIIe, et on a très peu de sources techniques. Donc le désir est très fort d'aller vers une expérimentation concrète de ces techniques pour essayer de retrouver comment ça fonctionnait. On a voulu essayer d'utiliser donc l'informatique pour reconstituer les scénographies complexes et les machines théâtrales. Ça n'a pas marché. En l'absence d'archives et surtout en l'absence de choses à scanner, de théâtre qu'on pourrait scanner, ça a donné de petites animations tirées de gravures de l'époque qui ne sont pas très convaincantes et puis qui en plus reviennent complètement à cette lecture des images de l'époque comme trace du spectacle contre laquelle on avait essayé de prendre position. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on pourrait faire autrement. Et je suis actuellement dans un projet à Stuttgart, le projet Reproducing Realities, qui cherche à utiliser l'intelligence artificielle pour reproduire les scénographies complexes des fêtes de Versailles. Donc il s'agit en fait d'utiliser des textes descriptifs pour nourrir l'intelligence artificielle et de lui demander de produire des images. Alors ça n'est pas un scoop, pour l'instant ça ne marche pas. Je ne peux pas vous montrer de vraies images du projet, mais je peux vous montrer celles que j'ai fabriquées vite fait hier. L'idée, c'est qu'à chaque fois, l'intelligence artificielle retient une partie des informations de la description, mais n'arrive pas à traiter toutes les informations en même temps. On est au début du projet, et il semble qu'à force de prompting, on pourrait arriver petit à petit à produire quelque chose qui tienne la route. Mais, et ça sera le mot de la fin, moi je me demande quand même si finalement cette étape d'échec n'est pas plus intéressante que la réussite à laquelle on essaye d'arriver. Ça, c'est la gravure de la même chose. Hein. Donc, la description donne ça avec, je ne sais plus quelle intelligence artificielle j'ai utilisée hier. Et ça, c'est la gravure produite par l'imprimerie royale pour la même description. Et en fait, je trouve que mettre cette gravure à côté de ces fantasmagories produites par l'IA, ça nous permet de faire l'expérience de ce que fait le texte. C'est-à-dire éveiller en nous un désir fantasmatique de voir, utiliser ce désir de voir pour rendre le pouvoir royal désirable, et le faire à partir d'un imaginaire qui peut évoluer, mais qui est largement notre imaginaire. C'est avec notre imaginaire, vous voyez là on retrouve l'imaginaire de la fantaisie, par exemple, dans celle du milieu. C'est avec notre imaginaire qu'on comble les trous du texte, et c'est pour ça qu'il fonctionne. Il ne fonctionne pas comme une description exacte, il fonctionne comme un moyen de nous impliquer, nous, dans l'éloge du pouvoir.
Donc, il me semble qu'on pourrait faire un usage bien plus intéressant de l'intelligence artificielle comme un outil pour interroger le fantasme de reconstitution produit par certains textes du passé. Et puis finalement, en écoutant la conférence de tout à l'heure et qui nous rappelait le coût environnemental et social de l'intelligence artificielle, je me disais finalement, est-ce bien nécessaire et est-ce que ce n'est pas plutôt un terrain pour la recherche-création? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des intelligences humaines pour interroger ce fantasme de reconstitution? Et je m'arrête là.